On a eu une croissance assez phénoménale de notre audience pendant la période qui s'estompe un petit peu aujourd'hui, mais on reste quand même sur une tendance très largement supérieure à N-1. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Valentin Duboc. Il est le responsable digital de notre chaîne préférée, franco-allemande. Je veux bien entendu parler d'Arte. Bonjour Valentin. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de nous accorder ce temps en télétravail, je suppose. Évidemment, depuis 3 mois. Depuis effectivement le début du lockdown, depuis le début de la crise du Covid, coronavirus, on l'appellera comme on veut, qui a changé beaucoup de nos habitudes, qui a également sans doute chamboulé la manière de travailler chez Arte, et c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler ensemble. Commençons par une question un petit peu générale, mais quels ont été les faits les plus marquants de la crise du Covid pour Arte ? Pour Arte, je pense que l'événement le plus marquant, en tout cas pour nous en interne, mais je pense aussi pour nos téléspectateurs, ça a été malheureusement l'arrêt du journal en direct au tout début de la crise sanitaire. On avait, je me souviens de la réunion des managers du vendredi 13 mars où on se disait au revoir en se disant on part tous en télétravail. Le confinement n'était pas encore officiellement annoncé en France, mais il allait l'être le lundi suivant. Et on avait défini tout un plan de continuité de l'activité. On avait notamment évidemment privilégié le maintien de la diffusion de notre chaîne et puis bien sûr des directs, c'est-à-dire principalement des journaux. Et on s'était dit, éventuellement, il faudra peut-être arrêter Arte Journal Junior le matin. Si vraiment la situation dégénère, on sera probablement obligé d'arrêter le tout image du midi, mais on arrivera à maintenir coûte que coûte l'édition du soir en direct et en plateau. Et en 72 heures, tout a volé en éclats, tous les journaux ont sauté, on n'a pas pu les assurer, on a vite repris la diffusion du journal hors les murs d'Arte. Mais pour nous, en tout cas, c'est l'événement marquant, bien sûr, principalement. Le deuxième, c'est évidemment la croissance phénoménale de l'audience, mais on y reviendra. Et puis le troisième point qui est, je pense, pas spécifique à Arte, mais qui est quand même aussi un point marquant pour nous, c'est le télétravail, tout simplement. En 48 heures, même pas, on a mis 95% du personnel en télétravail, et ça a fonctionné. Et c'est évidemment un événement marquant de cette période. Alors je reviens un petit peu sur effectivement le journal qui s'est interrompu. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que le journal s'interrompe et qu'il n'y ait pas forcément de plan d'action en amont qui ait pu être mis en place en moins que 72 heures ? En fait, on a essayé d'anticiper, surtout par rapport au personnel, c'est-à-dire les journalistes, les équipes de technique, de production du journal. Après, malheureusement, tout se passe dans le même studio, les mêmes régies, et on a, je pense, au début peut-être pas forcément anticipé la contamination à travers les objets, par exemple. Enfin bon, on a été obligé, parce qu'on a eu quand même pas mal de cas de Covid-19 chez Arte, évidemment, heureusement, évidemment aucun cas grave, mais enfin plus d'une 40aine de personnes, donc c'est beaucoup, pas mal à la rédaction, et du coup, tous les journaux ont été impactés. Après, évidemment, on a rapidement pris ça en compte et mis en place des équipes complètement autonomes, homogènes et qui ne se croisaient pas, et doubler les équipes sur chaque édition du journal pour s'assurer que si jamais il y avait un cas de Covid dans une équipe, qu'on puisse changer toute l'équipe du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on a pu d'abord remettre les équipes en place hors de nos locaux, puis après revenir dans nos locaux, dans notre studio, voilà, au bout de quelques semaines. Ouais, donc c'est principalement, on va dire, des raisons de précaution opérationnelle qui ont empêché ce redémarrage plus rapidement que ce qu'il a été. Effectivement. Donc ça, c'est au rayon des mauvaises nouvelles, mais on a quand même des bonnes nouvelles pour Arte. Même avant la crise, Arte se portait bien, croissance des parts de marché. Et puis, j'ai cru comprendre que ça avait été plutôt bien. En fait, ça a été bien pour tous les médias, hein, il faut pas se le cacher. Pour l'audience digitale de tous les médias, le Covid a été une sorte de booster. Comment ça s'est passé chez Arte ? Quels sont les chiffres un petit peu marquants de cette crise ? Alors, je vais pas vous noyer de chiffres, mais effectivement, on a eu une croissance assez phénoménale de notre audience pendant la période qui s'estompe un petit peu aujourd'hui, mais on reste quand même sur une tendance très largement supérieure à N-1 en fait. Ce qui est à retenir, je pense que c'est, d'une part, c'est sur l'ensemble de nos canaux. On parle du digital, mais l'antenne broadcast traditionnelle aussi a connu des records d'audience historiques. Quand je parle d'un record historique, c'est-à-dire que c'est la meilleure audience réalisée depuis la création de la chaîne. Par exemple, pour une série avec Dérapage avec Eric Cantona, le jeudi soir en prime, on a fait plus de 8% de part d'audience en France, plus de 3 millions de téléspectateurs en tout. C'est un record historique. Oui, c'est du jamais vu ça, hein. Voilà, on a fait plus de 8% dans l'histoire d'Arte, notamment avec Police par exemple, avec La Journée de la Jupe, où on a pu dépasser les 10% de part d'audience. Mais sur une série, c'est la première fois, puis c'est une série française, donc c'est notable. La deuxième chose sur le numérique, évidemment, les audiences ont explosé. On a eu plusieurs week-ends à plus de 10 millions de vidéos vues, ce qui est pour nous énorme, c'est 4 fois plus que la moyenne, je dirais. Et puis on l'a constaté
sur tous les types de programmes documentaires, du cinéma, enfin vraiment des audiences très fortes sur l'ensemble de nos catégories de programmes. Sur le digital, on a pu noter aussi, on a eu un cap symbolique qui est le passage à plus d'1 million de créations de comptes Mon Arte, qui est notre programme de fidélisation, qui comptait moins de 600 000 abonnés en fin d'année dernière, parce que c'est un programme qu'on avait relancé il n'y a pas très longtemps et sur lequel on travaille à nouveau, mais qu'il a aussi eu une croissance du nombre de créations de comptes phénoménale pendant la période. Et puis, chose importante aussi, c'est le nombre de commentaires que les internautes nous laissent sur l'ensemble de nos canaux, réseaux sociaux évidemment, mais y compris par mail. On a eu des commentaires qui étaient multipliés en gros par 3 de commentaires de nos téléspectateurs et internautes. On a constaté une audience aussi en très forte croissance également sur notre audience européenne, c'est-à-dire hors France-Allemagne, avec plus de 20% de l'audience faite hors France-Allemagne sur certains programmes, ce qui commence à être assez conséquent. Et puis, un petit point important, un petit pas de côté, il faut noter qu'on a refait notre homepage au même moment et je pense que ça a été aussi très favorable parce qu'on a une homepage qui est un petit peu plus fluide, un peu mieux éditorialisée que ce qu'on avait avant et je pense que ça a aussi permis de renforcer l'accessibilité de nos programmes sur notre site notamment, mais qu'on déploie également sur les autres environnements numériques, y compris apps, Android, téléviseur, téléphone, etc. Cette croissance du trafic, des vidéos vues, est-ce qu'elle est due à des utilisateurs qu'on connaissait déjà ou bien est-ce qu'elle est due à des utilisateurs qui découvraient Arte pour la première fois? Forcément un peu des deux, mon capitaine. J'ai pas fait la part. Je m'y attendais pas. Je pourrais creuser et vous répondre. On est à la fois un média en France et en Allemagne qui a une très forte notoriété, évidemment, donc et même dans les territoires francophones et germanophones. Donc tout le monde passe un petit peu un moment sur Arte et on a des fidèles qui sont capables de consommer plus de 10 vidéos vues par session. Donc on a forcément renforcé. Mais je pense qu'on est surtout allé toucher probablement plus. On a probablement fait plus de couverture, on est probablement allé toucher plus de gens qui nous connaissent moins, je pense de par la singularité un petit peu d'Arte, c'est-à-dire qu'on nous connaît, on va moins facilement sur Arte, qui est peut-être un peu plus exigeante, même si on travaille beaucoup à essayer de se rendre moins docte, moins distant, mais peut-être que le réflexe spontané est quand même un peu plus d'aller vers du contenu un peu plus facile. En période de télétravail, de confinement, peut-être que, je pense, un certain nombre de téléspectateurs ont eu envie d'aller chercher des contenus un peu plus exigeants en fait et sont venus du coup sur Arte. Alors ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que donc il y a beaucoup de personnes qui passent, on voit que le SSO, donc le single sign-on, augmente, hein, il y a quand même une augmentation, on fait quasiment x2 sur le nombre de comptes Mon Arte qui sont créés, mais j'ai pas eu l'impression qu'Arte a souffert de ce manque de contenu qu'on a pu remarquer chez certains concurrents. Je pense par exemple à TF1 qui a dû raccourcir koh-Lanta parce que sinon il y en avait plus assez. On a vraiment senti sur la fin de la crise, fin du mois de mai, mi-mai, fin du mois de mai, que certaines chaînes en fait peinaient à remettre du contenu intéressant en ligne d'une part, et puis la majorité de la consommation sur les chaînes traditionnelles c'est quand même axé sur l'information. Moi je trouve que ce qui est remarquable c'est que Arte arrive à attirer autant de personnes avec des contenus qui certes il y a des contenus d'information purs, mais c'est surtout des documentaires. Donc comment est-ce qu'on explique ça? Effectivement, on est un peu plus une chaîne de stock que de flux, pour le dire vulgairement. On fait Arte prône le temps long, l'analyse, l'investigation, c'est-à-dire que nos documentaires, notre offre de contenu, on prend le temps de la produire et du coup, les problèmes de production qu'ont pu rencontrer toutes les boîtes de production en Europe ne nous ont pas impacté directement parce que on se fait livrer nos programmes relativement tôt par rapport à leur date de diffusion. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'est pas directement touché par des contenus, le sport par exemple, évidemment, quand on est une chaîne de sport et qu'il n'y a plus de sport à l'échelle planétaire, c'est très compliqué. Je plains mon ami directeur des programmes d'Eurosport ou de Bein. Je sais qu'ils ont passé des nuits blanches. Nous, évidemment, on n'a pas eu ces problèmes d'approvisionnement. Je rappelle à titre anecdotique, que la BBC a quand même rediffusé un match de la Coupe d'Europe 1986 de tête. Donc ça voulait vraiment dire qu'en matière de sport, il n'y avait vraiment plus rien et qu'on allait raquer les fonds de tiroir pour essayer de remettre quelque chose un petit peu à l'antenne. Mais c'est assez... ça soulève quand même pas mal de questions. De manière plus générale, Valentin, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour gérer les changements brutaux qui ont été vécus au niveau de la consommation digitale? Déjà, ce que je disais, c'est que pour nous, ça fait un peu moins brutal que pour d'autres, dans la mesure où, voilà, comme on est approvisionné très longtemps en avance, on n'a pas eu de trou immédiat. C'est quelque chose qu'on subira un petit peu encore jusqu'à la fin de l'année, en revanche, évidemment, parce que ce qui n'est pas livré aujourd'hui nous posera des problèmes de grille, y compris sur le web, j'entends, d'ici la fin de l'année, mais ça nous laissera beaucoup plus le temps aussi de les gérer. Je pense que on a eu
le passage en télétravail, forcément, a eu un impact sur notre organisation, tous, et finalement, je ne veux pas prôner le télétravail à tout prix, mais ça nous a aussi incité, je pense, à nous parler un peu plus les uns les autres, entre services, qui se parlaient un petit peu moins. Et on a mis par exemple en place une petite conférence de rédaction quotidienne en visio, avec toutes les unités de programme, à peu près tous les managers, ce qui nous a permis finalement de faire une programmation très proche de l'actualité, peut-être plus que ce qu'on aurait fait en temps normal, en repensant nos contenus, en rééditorialisant différemment nos collections, notre home, au quotidien, en parlant, voilà, tous ensemble. Évidemment, il y a un autre point qui me concerne plus sur la partie marketing et qui, là, c'est vrai, a été un peu brutal, c'est le confinement fait que les campagnes de pub qu'on avait pu prévoir, qui comprennent souvent quand même des médias traditionnels comme de l'affichage ou de la presse, il a fallu les repenser là en toute urgence parce que plus personne dans la rue et dire égal, plus besoin de faire de l'affichage, la presse n'est plus distribuée, donc il a fallu quand même repenser nos plans médias assez en urgence pour basculer beaucoup plus sur du digital. Un autre point qui a été aussi un petit peu compliqué à gérer, c'est la relation avec nos publics. Notre prestataire qui gère à la fois la modération sur les réseaux sociaux et la réponse aux commentaires de nos internautes et téléspectateurs sur tous les canaux, a lui aussi connu des cas de Covid, a dû fermer plusieurs sites de production et du coup a pas pu maintenir l'activité. Et donc on a réinternalisé chez moi au marketing la relation client, basiquement, sur tous les canaux. Donc on s'est concentré sur les réseaux sociaux et le mail, mais c'était une charge de travail qu'il a fallu avaler comme ça en période de crise et où du coup s'y est tous mis en fait, y compris des gens dont c'est pas du tout le métier, mais qui connaissent la chaîne mieux que personne parce que c'est des salariés et qui sont en capacité à la fois de modérer, de s'assurer qu'on est dans le ton de la chaîne, de répondre aux questions des internautes. Et je pense que pour nous, ça a été très intéressant parce que tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était une activité passionnante d'être en interaction avec notre public. Et je pense que ça l'a été aussi pour le public qui a dû sentir probablement une sorte de fraîcheur aussi dans les interactions avec la chaîne. Là, on a un cas d'internalisation qui est intéressant. Temporaire. Il y a temporaire, oui. Donc j'entends donc qu'il n'y a pas de plan à long terme pour réinternaliser la relation client, même si ça peut être quand même un axe stratégique pour n'importe quelle entreprise. Une chose donc c'est la première fois que je l'entends. Par contre, une chose que j'entends beaucoup plus souvent de la part des médias, c'est l'impact que cette crise a eu en termes d'infrastructure, vraiment en termes d'IT. Comment est-ce qu'on peut résumer les changements qu'a eu la crise sur votre gestion de l'infrastructure IT? L'infrastructure IT, bon, il y a des augmentations de charges sur les serveurs. C'est des choses qu'on est quand même relativement habitué à gérer d'un programme à l'autre. Je pense d'ailleurs peut-être probablement plus que Arte reste une petite chaîne. C'est une grande chaîne par sa notoriété, son image, mais en termes de consommation, d'audience, évidemment, on est une petite chaîne comparée à des TF1 qu'on évoquait, des France Télé, des BBC, etc. Mais du coup, ça veut aussi dire que quand on a des succès d'audience, nous, très rapidement, on multiplie par 3, par 4, par 5, par 10 notre audience numérique. Et ces variations de charge, c'est pas quelque chose de complètement nouveau pour nous. En revanche, c'est plutôt le télétravail qui a supposé une augmentation de l'infrastructure et des serveurs virtuels, tout simplement pour permettre à tous les salariés de pouvoir travailler à distance. Est-ce que ça veut dire que le coût qui est lié à l'IT a aussi augmenté pendant cette période de Covid? Les coûts de l'IT, ça augmente sans cesse. Pour nous, et je pense même globalement, j'imagine pour à peu près tous les secteurs d'activité, c'est lié à la transformation numérique. On est tous, ça peut faire un peu old school de parler de transformation numérique, mais c'est pas un processus terminé pour autant dans la plupart des secteurs. Donc forcément, on a tous des coûts en augmentation là-dessus. Et en parallèle, en ce qui nous concerne, en tout cas dans l'audiovisuel, en tant que chaîne de télé, nos coûts traditionnels de diffusion, eux, ne baissent pas. C'est-à-dire qu'on continue à diffuser par satellite, on continue à diffuser en TNT, on est passé en HD il y a une dizaine d'années, on est obligé de préparer le passage en UHD, donc on a des coûts qui augmentent à la fois sur nos infrastructures traditionnelles broadcast et sur nos infrastructures IT. Évidemment, c'est des tensions qu'il faut gérer dans un contexte politique qui n'est pas, en tout cas qui jusqu'à il y a quelques semaines n'était pas forcément très favorable pour l'audiovisuel public, en France, en Allemagne et au-delà. Il y a quand même beaucoup de critiques à l'égard de l'audiovisuel public, les subventions sont clairement à la baisse en ce moment, donc il faut gérer ces augmentations de coûts dans un contexte tendu. Il ne faut pas noircir le tableau pour autant, on fait des économies à côté de ça. Le numérique apporte aussi beaucoup de simplification de workflow. La dématérialisation, c'est des sources d'économies indéniables. Et puis, en tant que chaîne publique, nous, on ne regarde pas ces dépenses dans une logique de ROI, de retour sur investissement. On essaie d'étaler justement nos investissements en fonction de nos subventions qui sont à la baisse, mais qui restent relativement garanties et pérennes année après année, ce qui nous permet de l'anticiper quand même. Alors, un investissement que vous avez fait qui a été tout à fait remarqué ces derniers mois, ces dernières années, c'est la mise à disposition de l'interface digitale d'Arte.
dans des langues qui ne sont plus seulement le français et l'allemand, mais qui sont, alors de tête, je pense au polonais qui m'a le plus, on va dire, un petit surpris. Il y a l'italien, il y a l'espagnol, et puis il y a l'anglais. Donc il y a 6 langues aujourd'hui de l'interface, 6 langues pour les sous-titres. Comment est-ce que ça s'inscrit justement cet effort dans la stratégie digitale d'Arte? La première chose, c'est que pour moi, le numérique, basiquement, ça abolit les frontières du temps et de l'espace. On passe une grille de programme de 24 heures, donc limitée, à un espace illimité avec le web qui nous permet de proposer des contenus en replay, en preview, et je pense même de plus en plus que c'est d'ailleurs un vocabulaire qu'on va arrêter d'utiliser, mais on est illimité dans le temps et géographiquement aussi. On était d'une diffusion nationale, France-Allemagne, avec un petit débordement satellite autour de nous, à une diffusion aujourd'hui qui devient bien sûr mondiale. Et donc, comment on l'accompagne d'une part de l'acquisition de droits? Aujourd'hui, à partir du moment où on peut se connecter sur le site d'Arte de n'importe où dans le monde, il convient évidemment qu'on ait une offre derrière. Il ne faut pas arriver sur une homepage qui soit vide. Donc, on a un fort travail là-dessus sur l'évolution de notre acquisition de droits. Et après, bien sûr, il faut penser à l'adaptation de ces contenus au nouveau public. Et là, on travaille en partenariat avec la Commission européenne qui finance ce projet qu'on appelle entre nous Arte Europe pour effectivement proposer des versions linguistiques sous-titrage sur une partie de notre offre. Donc effectivement en anglais, en espagnol, en polonais et en italien. Ça nous permet aujourd'hui de toucher à peu près 70% des Européens dans leur langue maternelle. Alors on peut se demander pourquoi le polonais et pas une autre langue? On est une chaîne culturelle européenne. Donc l'idée, et plus philosophiquement, notre objectif, c'est de rapprocher les peuples par la culture. Donc si on pouvait parler dans leur langue, la langue fait partie de la culture. Donc c'est forcément des valeurs qu'on défend. On aimerait pouvoir s'exprimer dans toutes les langues du monde, ou au moins dans toutes les langues d'Europe. Il faut évidemment faire des choix beaucoup plus rationnels. Pour l'instant, on privilégie les plus gros pays en termes de nombre d'habitants, en tout cas en nombre de personnes qui la parlent. Voilà. Mais notre vocation, c'est de poursuivre, bien sûr, au-delà. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, il pourrait y avoir un Arte dans encore plus de langues? Et si on voulait y arriver, est-ce qu'à un moment, on s'est beaucoup amélioré en termes de technologie, je pense notamment à tout ce qui est conversion speech to text ou reconnaissance automatique du langage. Est-ce que ce type de technologie peut à un moment être utilisé par Arte, ou bien est-ce que les exigences d'Arte sont telles que l'imperfection des algorithmes de type speech to text restera toujours en dehors du périmètre d'Arte? Alors évidemment, c'est tant que chaîne biculturelle, c'est des sujets qu'on suit de près depuis longtemps. C'est des sujets qu'on va adopter, j'ai envie de dire, au moins entre nous comme une béquille, parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle 6 langues chez Arte, tout le monde ne parle pas polonais. On peut pas tout le temps s'adresser aux collègues de la maison pour leur demander ce qui est écrit dans un mail. Donc il faut voilà, trouver des solutions un peu de traduction automatique. On a fait des tests également de speech to text pour vraiment les versions linguistiques de programmes avec le service multilingue. On a également aussi un gros service traduction et interprétation qui suivent de près toutes ces évolutions. Après, bien sûr, il y a un pas à franchir, c'est le jour où on utilise ça vraiment en production, j'ai envie de dire, pour livrer du contenu à nos téléspectateurs et internautes. On les utilise, on reste dans des solutions hybrides de plus en plus. On va forcément avoir besoin d'un contrôle humain derrière, mais il y a aucune réticence à avancer sur ces pistes-là. Il y a même des chaînes aux États-Unis qui ne s'embarrassent même plus en fait de faire des corrections humaines et qui vont faire de la retranscription à la volée, du sous-titrage à la volée. Et s'il y a des fautes, tant pis. J'ai l'impression en fait que c'est parfois juste un équilibre à trouver entre les bénéfices tangibles qui sont apportés par une technologie et à la fin la qualité pas toujours parfaite mais qui reste quand même acceptable. Donc est-ce que ce travail d'évaluation de l'équilibre doit encore être fait chez Arte? Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un travail plus poussé. C'est évident qu'on n'a pas atteint les standards qualité nécessaires. Arte, bien sûr, est une chaîne culturelle avec un niveau d'exigence éditoriale et qui doit se retrouver dans toute notre activité, dans tous les services, ont cette ambition. Et également, je pense que c'est une des phrases clés qu'on a dans nos appels d'offres pour les marchés publics, c'est de préciser à chaque fois qu'on attend de tous les prestataires avec lesquels on travaille qu'ils épousent ce niveau de qualité et d'exigence qu'on se fixe. Après, je pense que la question du niveau de qualité, et puis effectivement, il y a une acceptation. J'ai envie de prendre un parallèle un petit peu ancien, mais qui m'amuse. Dans notre relation client, si un internaute ou un téléspectateur nous appelle et que la personne qui lui répond au téléphone a un petit accent allemand, c'est pas du tout un problème, et fait des fautes, c'est pas du tout un problème, et c'est même charmant, ça nous ressemble. Si en revanche cette même personne nous envoie un mail et que c'est un Allemand qui répond bourré de fautes, alors là ça devient un vrai problème. On peut pas accepter des fautes par mail, on peut accepter des fautes, et on peut même trouver un certain charme à ces fautes à l'oral. Donc il faut qu'on ait un petit peu ce genre d'imagination aussi pour l'adaptation des technologies de traduction automatique.
Eh ben, c'est tout à votre honneur et je propose que nous concluions ici ce podcast avec Arte, la plus grande des petites chaînes. Merci beaucoup. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.